Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, des hommes qui vont par deux. C'est un peu le syndrome tic et tac ou Calvin et Hobbes ce soir avec 3 duos. Notre débat opposera 2 géopolitologues sur la reprise en main par Vladimir Poutine des affaires syriennes contre Daesh. Faut-il s'allier avec Vladimir Poutine contre Daesh, donc implicitement avec Bachar el-Assad? Nous recevrons également les wunderkids du Bondi Blog, Mehdi et Badrou, écrivain, reporter, chroniqueur des années de braise de la banlieue française, mais pas seulement. Mais pour démarrer, place à 2 complices de 30 ans, Régis Debray et Plantu, initiateurs d'un débat public sur la liberté d'expression qui aura lieu lundi prochain à Paris dans le cadre de Cartooning for Peace. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Giret, Bonsoir, retour d'Afrique. Bonsoir Plantu. On est Bonsoir. ravis de vous recevoir. Et bonsoir Régis Debray. Vous êtes camarade depuis tant de temps, vous êtes solidaire de cette entreprise, très sans doute indispensable, Cartooning for Peace, défendre, porter haut les couleurs de la liberté d'expression du dessin de presse. Régis Debray, c'est une spécificité française, le dessin de presse. Ça fait 180 ans au moins en France que des Philippon, des Daumier y vont dans le charivari, dans la caricature. Oui, le dessin de presse, en fait, ou la caricature, elle a même commencé en Angleterre avec Hogarth, pensez à Goya aussi, mais il est vrai que c'est lié à la presse et à l'avènement de la bourgeoisie, disait Malraux, c'est-à-dire la possibilité de critiquer, la possibilité de se moquer, c'est-à-dire d'une certaine liberté. Cela dit, moi, ce qui me semble essentiel dans la démarche de Plantu, d'abord, je ne veux pas comment dirais-je, je ne veux pas détruire sa réputation, mais Plantu est un homme responsable. Plantu est un homme responsable. Dans quel sens entendez-vous ça? Il sait très bien qu'on ne peut pas rire de tout, n'importe comment, à n'importe quel moment. C'est-à-dire que c'est un homme qui a réfléchi sur ce qu'il fait. Et c'est parce qu'il a réfléchi sur ce qu'il fait, et parce qu'il incite à réfléchir, que je veux bien, il m'a accepté comme conseiller, pas spécial, mais un conseiller comme ça, parce que je trouve que c'est absolument indispensable aujourd'hui de savoir jusqu'où aller trop loin. Mais il y a un malaise aujourd'hui. Quand on lit la préface que vous avez faite, là, vous dites oui, il faut faire le point collectivement sur un sujet qui fâche. On a l'impression que depuis Charlie, des questions apparaissent sur le métier de dessinateur, sur ce qu'il renvoie, et que ça pose problème soudainement, comme ça ne posait pas autant de problème il y a encore quelques années. Le dessinateur est plus exposé qu'un journaliste. Hein. C'est d'ailleurs, ce sont les caricaturistes qu'on protège aujourd'hui, plus que les journalistes. Pourquoi? Parce que la caricature, il faut revenir à l'étymologie, c'est une arme chargée. Caricature, c'est une arme chargée. C'est une arme qui peut faire du mal, c'est une arme qui a fait du mal. Si vous pensez aux caricatures antisémites, si vous pensez aux caricatures anti-noires, entre les 2 guerres. Et aujourd'hui, avec la remontée du religieux, c'est évidemment un problème, puisque c'est toute la question du respect, sinon des croyances, en tout cas des croyants, qui est acté par la loi, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande à ce que soit respectée la libre jouissance de ses convictions religieuses, n'est-ce pas? Donc tout ça est assez difficile. Et ce que j'aime chez Plantu, c'est qu'il a conscience de cette difficulté. Il a conscience d'être très exposé, et il a conscience que ce qu'il fait peut avoir des conséquences graves. Plantu. Ça n'en fait pas du tout un timide, mais ça en fait quelqu'un de bien. Est-ce que ça peut faire de vous un intimidé? On vous a reproché, Plantu, certains dessinateurs, même de Charlie Hebdo, vous ont affectueusement, mais quand même reproché d'avoir dit d'une certaine façon « oui, mais ». Oui, mais. On peut rire du tout, on peut tout dessiner, oui, mais. D'abord, j'ai jamais dit ça, mais ce qui est intéressant, c'est que, et j'en ai parlé avec Chris, qui lui, il sera présent, et j'en suis, je le remercie, présent lundi, d'être avec nous lundi. Parce que je lui dis, mais tu sais, je vais dans les écoles, je tombe sur des gamins, ils sont Charlie, ils sont pas Charlie, et ceux qui sont pas Charlie, il faut les écouter. Hein, on était il y a pas longtemps avec une école de Marseille et puis une autre de Saint-Denis, on avait fait venir des dessinateurs du monde entier. Ils étaient scotchés, hein, les dessinateurs. Ils ne savaient pas qu'il y avait des gamins de 4e qui pouvaient dire « Ouais, ils ont été tués, c'est très bien, ils l'ont cherché ». Et donc, il y a tout un boulot à faire. Là, j'ai vu passer un dessin de Willis from Tunis, cette fille formidable qui s'appelle Nadia et qui travaille depuis le départ de Ben Ali sur des sites web à Tunis.
Heureusement qu'elle était là, parce qu'elle lui parle un petit peu en arabe, il dit « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Voilà. Et donc, on a un besoin de faire de la pédagogie dans les écoles. On fait ça depuis 10 ans. Au sein de on fait ça depuis 10 ans, for... depuis les fatwas contre les dessinateurs danois. Mais au sein de Cartooning for Peace, il y a différentes sensibilités. Oui, il faut. Y compris sur le débat que vous évoquiez, Régis Debray. Il faut. Tous les dessinateurs ne s'accordent pas à penser que ça, c'est la limite, c'est la ligne rouge, c'est le... Vous parlez même de droits et devoirs. Écoutez, les droits et les devoirs du rire comme du sourire. Tous les pays ont une zone de sacralité. Qu'est-ce que c'est que le sacré? C'est de ce dont on ne doit pas trop rire. Est-ce que chez nous, on rit des camps de concentration? Est-ce qu'on rit de la Shoah? Est-ce qu'on fait des caricatures sur la Shoah? Non. Et quand on en a fait une, elle a été condamnée par les tribunaux, n'est-ce pas? Ça s'appelait Hitler égale SS. C'était une bande dessinée faite pourtant par des gens tout à fait progressistes, de gauche, et absolument pas soupçonnables. Rappelez-vous que dans les religions monothéistes, on ne fait pas d'image. Pas d'image de Dieu, bien entendu, et pas d'image du prophète, sauf chez les chiites. Mais les chiites sont des gens... Mais on doit s'aligner sur ces règles-là? Non, on ne doit pas s'allier sur ces règles-là, parce que nous avons un autre sacré qui est la laïcité et qui inclut le droit, peut-être même le devoir, de sourire des gens qui sont au pouvoir. Et je trouve qu'on peut même faire du statut des caricaturistes dans les pays le curseur qui va nous dire si le pouvoir en place est détaché du religieux, si le pouvoir en place est détaché de l'absolu, autrement dit, s'il y a ou non démocratie. Et c'est pourquoi je trouve que nous, Français, nous devons être très attentifs au statut et à la sécurité physique et juridique du dessin d'humour dans le monde. Je dirais que là où il n'y a pas d'humour, il n'y a évidemment pas de Il n'y a pas de démocratie. Je voudrais vous soumettre un dessin qui a fait beaucoup de remous, qui est un dessin fait par Riss, qui a été publié ces jours-ci. Regardez-le, il va arriver. C'est un dessin qui est consécutif à la mort du petit garçon Aylan sur une plage turque, ce réfugié. Et ce dessin a été... Non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, la preuve que l'Europe est chrétienne. Est-ce qu'il va trop loin? Est-ce qu'il y a un tabou qui est franchi là? C'est du Charlie, hein. C'est du Charlie. Nous, on connaît notre culture, on connaît la culture française, culture européenne de l'Ouest, avec nos habitudes. Ça, c'est du Charlie pur jus. Est-ce qu'il y a une atteinte à des croyances? Est-ce que atteinte à des croyances, atteinte à des croyants? Ah ben non, mais si on n'a pas compris, il y a avant et après Internet. Avec la viralité, fait que rien n'est plus pareil. Ce dessin-là passe inaperçu. N'oubliez pas... Mais il n'est pas reçu de la même manière partout. N'oubliez pas qu'il y a 30 ans, il y a eu un accident de car terrible qui s'appelait l'accident de Beaune. Il y avait plein d'enfants qui étaient morts dans un accident. Ils ont fait un numéro collé de Charlie pour se marrer sur la mort de ces petits-enfants parce que ça faisait partie du côté humour noir. Maintenant, il y a Internet. Et vous tombez sur des gens qui n'ont que ça à foutre et qui manipulent Internet pour se retourner contre notre liberté. Et ce dessin ne vous choque pas? Bah, évidemment que non. Et pour comprendre, vous, quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous interdisez? Est-ce que vous interdisez des choses? Est-ce que vous avez une liste de choses que vous ne dessinez pas? Votre vie privée, à vous. Si vous êtes ministre et que je connais quelque chose de votre vie privée qui n'a rien à voir avec le champ politique que vous défendez, j'y touche pas. Et pour ce qui est des croyances, tout? Tout ce qui est, je pense toujours, c'est pour ça qu'on a créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan il y a 10 ans, c'est tout ce qui fait au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois, que je suis allé voir à Copenhague, six gardes du corps pour Kurt Vestergaard, bonjour, je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse continuer à ne rien lâcher quand Malala, la petite Malala au Pakistan, elle est empêchée d'aller à l'école, il faut la soutenir. Avec je me fous de savoir quelle est la religion qui est derrière, c'est la défense des droits des petites filles. Une dernière question, à Plantu, Vincent Giret. Non, mais tout de suite, toujours pour poursuivre cette question de la limite, ça va être le sujet lundi Ça va être le sujet tout le temps. Il faudrait examiner les limites. Vous parliez des croyances. On a le droit de critiquer les croyances, pas les croyants. C'est différent. Il faut bien distinguer le débat d'idées. On peut s'en prendre aux religions des autres. On n'a pas le droit, et c'est d'ailleurs interdit par la loi. Ça s'appelle l'excitation à la haine envers un groupe en fonction de son appartenance ethnique ou de sa religion. Très bien. Je trouve le dessin que vous nous avez montré, je le trouvais déplaisant, mais acceptable. C'est le coût à payer pour
Vous pourrez le dire lundi à RIS, lors du colloque que vous organisez dans le cadre de Cartooning for Peace. Le dessin de presse dans tous ses états, c'est toute la journée de 9h à 19h. Il suffit de s'inscrire sur le site internet de Cartooning for Peace pour assister à ce colloque qui est ouvert au public et gratuit. Merci Régis Debray, merci Plantu. Pas un dessin, il y aura de l'humour. Il y aura de l'humour et on fait un hommage aussi au dessinateur Lou qui est mort il y a 3 semaines et qu'on adorait. Et il avait dessiné Jésus-Christ qui marche sur l'eau. Et les apôtres, ils nagent à côté, qui lui disent « t'es con, elle est bonne ». Eh bien, on peut rire aussi avec ça. Les pistes froides ne passeront pas. On retrouve Mehdi et Badrou, superbe chute, plus connus sous la marque déposée des Kids du Bondi Blog après leur empreinte digitale, réalisée par Marc-Antoine de Porrette. En tapant Mehdi et Badrou sur Internet, on trouve de nombreuses photos de vous, pas une où vous n'êtes pas l'un avec l'autre. Seule exception à la règle, Zaya, qui semble être la seule à pouvoir vous séparer. Mehdi Mekla et Badroudine Saïd Abdallah, 4 mains pour un papier. Le premier, vous l'écrivez en 2007 pour le Bondi Blog, un média en ligne né 2 ans plus tôt durant les émeutes en banlieue. Inutile de préciser qu'à l'époque, vous êtes encore au lycée. Puis vous devenez les Kids de Pascal Clark sur France Inter, où vous réalisez des balades radiophoniques durant 5 saisons. Et il y a quelques mois, on vous retrouve sur arte.fr tel Tic et Tac, dans une web-série intitulée Vie rapide, où l'on peut même découvrir votre famille. Pépé, est-ce que t'as une vie rapide? Vie rapide? Vie rapide. Vous investissez tous les champs du net, y compris Twitter et Instagram. Sur ces réseaux, Mehdi, vous vous rebaptisez Marcelin Deschamps, un double au nom très classe, mais qui ne l'est pas du tout. Un avatar agressif, voire carrément grossier. Malgré tout, vous venez aujourd'hui nous parler littérature. À 23 ans, un premier roman. Au départ, une histoire vraie, un homme qui s'immole dans un pôle emploi de Nantes. Un drame effroyable. Un chômeur de 43 ans s'est immolé par le feu. Vous imaginez la vie de cet homme dans le regard des autres, d'Algérie en France, de sourire en silence, de détresse en incandescence. Après avoir mis un point final à votre récit, Mehdi et Badrou, avez-vous compris pourquoi certaines immolations provoquent des révolutions comme en Tunisie et d'autres s'éteignent sans un hurlement? Alors bonsoir les kids, qui est Mehdi? Mehdi, on lève le doigt, bonjour. Mehdi m'éclate et Badroudine Saïd Abdallah. À votre droite. Burnout, roman écrit à 4 mains, c'est un tour de force. On va évoquer un peu l'actualité ensemble, mais juste avant, comment faites-vous d'abord pour ne pas tout faire ensemble? Ça fait 7 ans que vous faites tout à 2. Comment se fait-il et comment écrit-on concrètement, quand on n'est pas les sœurs Benoît et Flora Groult, un roman en 2015 à 4 mains? Je pense que c'est une façon de se rassurer, d'être l'un et l'autre, l'un avec l'autre. C'est une façon d'être ensemble, donc finalement... seul contre tous, un peu Ouais, peut-être seul contre tous, mais en tout cas, on ne peut pas se casser à 2. J'ai l'impression que voilà, quand on est seul, la solitude peut nous prendre et on peut vite tomber, mais quand on est à 2, on est beaucoup plus fort. Plus solide, groupé. Et le comble est que vous avez écrit le bouquin en écoutant un groupe, IBI, 2 sœurs. Oui. Donc vous êtes dans une siamoiserie, si je puis dire, qui n'en finit pas. Et c'est un truc assez vertigineux. On est en train de puiser là-dedans. Et quelque part, en fait, ce roman, il essaie de confirmer ce qu'on a construit, ce qu'on a commencé à construire ensemble depuis déjà 8 ans. Oui, 8 ans. Depuis qu'on en a commencé le Bondi Blog. Quoi? Qu'est-ce que vous construisez? Toutes ces marches ensemble, en fait. Ce sont des marches, en fait, avant que ça soit des articles, ou que ça soit des reportages, ou que ça soit un roman, ou peut-être d'autres ensuite. Ce sont des marches ensemble, des réflexions ensemble, voilà, nos 2 personnalités qui s'entrechoquent pour offrir quelque chose, un regard qui est le nôtre. Alors là, le regard est un regard sur un événement tragique, l'immolation d'un chômeur qui était venu en France, un Algérien qui était venu en France pour trouver l'amour, pour vivre l'amour, et pour trouver un travail, pour vivre ce travail pleinement, et qui s'est immolé devant Pôle emploi. Ça a été un fait divers, tout le monde a été choqué, puis tout le monde a oublié. Pourquoi pas vous? Pourquoi n'avez-vous pas oublié? Je pense qu'on n'a pas oublié quand on a entendu sur France Culture la voix de sa femme. Et la voix de sa femme, qui s'appelle Nicole, c'était une voix très puissante, assez douce à la fois, donc c'était assez étrange. Et elle racontait l'horreur, elle racontait comment son mari était parti ce matin-là pour s'immoler. C'était très... Elle ne savait rien, bien sûr. Hein. Pardon ? Elle ne savait rien, bien sûr. Non, elle ne savait rien. Ça s'est fait totalement sous silence, quoi. Et quand on a entendu sa voix, elle est restée en nous. Voilà. C'est la voix de cette femme qui nous a poussés à écrire ce livre, finalement, comme si on était un peu
magnétisé, je sais pas, c'est assez étrange comme terme, mais magnétisé par sa pensée et par sa voix, oui, qui était très forte pour nous. Ouais. Vous parliez de traces, de chemins là, que tous les deux vous empruntez pour raconter. Moi, j'ai trouvé que dans votre livre, en fait, ce que ça racontait, c'est combien ce pays était abîmé par 3 décennies de chômage. À travers votre personnage, où finalement, on visite un pays qui est le nôtre, qui est un pays dingue, abîmé, vraiment en profondeur. Quoi. Moi, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on raconte l'histoire de Jamal, qui s'est immolé par le feu, mais on raconte l'histoire des chômeurs. On raconte l'histoire des chômeurs qu'on a rencontrés dans nos reportages, qu'on connaît autour de nous. On raconte... De génération en génération, des gens qui travaillent bien sûr, oui, voilà, ça peut être des amis à nous, ça peut être des proches, de la famille. Vous êtes né avec ça, d'une certaine manière? Je pense qu'on est tous nés au milieu de quelque chose de compliqué. Moi, je pourrais être votre mère, donc je ne suis pas née avec ça. Je ferme la parenthèse. Mais vous avez 22-23 ans, vous êtes né effectivement dans cette, on est né dans ces 30 ans de crise. une époque compliquée. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus normal de ne pas avoir un travail que d'en avoir un. Ce qui est encore plus terrible en plus, c'est que ces chômeurs que l'on qualifie, c'est toute cette population-là, elle est statistique aussi. C'est que l'on qualifie par des statistiques à chaque fin de mois. On les regarde en fait toujours de loin. On cherche, on les considère comme, on les considère sans vraiment chercher à les regarder comme des invisibles qu'il faut continuer de dominer parce que nous, on est bien installés. Donc il faut les regarder, mais. Et on voit la machinerie de Pôle Emploi. C'est des gens en même temps. Ce sont des humains, mais ils sont pris aussi dans une mécanique. Il faut aussi. Vous êtes rentré à Pôle Emploi? Non. Au cours de vos reportages précédents, de nos reportages précédents, oui. Et puis quand et là, vous avez recréé le climat, on avait la aussi musique. rencontré des conseillers de Pôle Emploi qui nous racontaient leur désarroi, en fin de compte, face à... L'impuissance. Pardon ? L'impuissance. Voilà, l'impuissance dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils se retrouvaient, et qui faisait qu'ils n'avaient pas de solution, en fait. Être un homme qui doit se charger de 400 personnes, c'est impossible. Il y a la dimension statistique. Mehdi et Badrou, le Bondi Blog, ça a été une initiative, au départ c'était un Suisse d'ailleurs, qui a voulu donner la parole, toutes les paroles possibles et imaginables à des jeunes gens comme vous, à la suite des émeutes qu'il y a eu dans les cités en 2005. Et puis le Bondi Blog a proliféré, s'est ramifié. Vous êtes issus de ce projet absolument incroyable. Comment vous voyez, 10 ans plus tard, ce qui s'est passé dans les banlieues et le regard qu'on porte surtout sur les émeutes de banlieue? Je pense que ce qui reste des émeutes, c'est le Bondi Blog. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mesure. Oui, mais c'est... Oui. Il n'y a rien eu. Après les émeutes, pourtant, on a vu des gens énervés, on a vu des gens en colère qui exprimaient une volonté, qui exprimaient des rêves, qui exprimaient des agacements, etc. Des frustrations aussi. Le bilan, c'est 0 pour vous? Le bilan, c'est 0. Mais ça a toujours été 0, c'est-à-dire que... c'est encore pire que 0 d'ailleurs, c'est moins. Oui, c'est moins. C'est négatif. On a reculé. On recule. J'ai l'impression que... On recule dans l'éducation, on recule dans la culture, on recule dans... Ça s'aggrave encore plus sur cette question du chômage, sur les opportunités, sur la lutte contre les discriminations. Donc on n'est pas à 0, Léa. À moins quelque chose. On est en dessous de 0. Nadia, alors à ce propos précisément, un sentiment de divorce des jeunes gens de banlieue vis-à-vis des hommes politiques. Oui, parce que pas de mesures, mais des promesses, il y en a eu beaucoup, parce que pendant sa campagne pour les présidentielles, on a beaucoup entendu le candidat Hollande sur la question des banlieues, et même on l'a beaucoup vu en banlieue. En 2012, en 48 heures, il a été à Vaux-en-Velin, à Creil, à Aulnay-sous-Bois, à Trappes, à Clichy-sous-Bois, à Aubervilliers, aux Ulysses, en 2 jours, pas sûr qu'il y soit allé en RER d'ailleurs, et il avait conclu ce marathon, non, vous le confirmez, il avait conclu ce marathon par un vibrant « Les banlieues, tout simplement la France, c'est beau ». 3 ans plus tard, les banlieues, les habitants sont tout simplement déçus par François Hollande. Il avait réalisé ses meilleurs scores dans ces banlieues-là. Cette semaine, Libération a publié un très bon dossier sur le désamour des banlieues pour la France, et les personnes interrogées citent pêle-mêle l'abandon du récépissé pour les contrôles aux faciès, l'abandon du CV anonyme, l'abandon du droit de vote des étrangers. Il y a encore beaucoup de choses. Et plus concrètement, il y a une marche pour la dignité qui s'organise le 31 octobre à Paris. Les organisateurs accusent l'État français d'avoir fui ses responsabilités. On parle beaucoup sur la page Facebook de l'affaire Ziad Ebouna et du procès dont on connaît l'issue. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que les politiques ont abandonné les banlieues et réciproquement? Effectivement, ce divorce est consommé aujourd'hui. Effectivement, mais c'est pas que les banlieues. Là, on parle des banlieues, mais... Nous, quand on fait nos reportages, dans la France entière, les gens ont abandonné la politique. C'est-à-dire qu'ils n'y croient plus.
il ne croit plus aux promesses, il ne croit plus à cette flamme qu'il y avait peut-être en 2012. Ça vaut le coup de voter encore pour vous ? Bah oui, parce que moi, je ne suis pas du tout pour dire que tous les politiques sont pourris, etc. Il y a encore des gens qui essayent de faire des choses, à mon sens. Mais le constat est assez terrible, ouais. Burnout, le premier roman de Mehdi Badrou, écrit à 4 mains, avec cette langue particulière, ce slam, cette poésie souterraine, comme ça, ces mots entrelacés, ces répétitions hypnotiques. Au Seuil, sa sortie aujourd'hui, vous êtes sur la liste du prix de Flore, qui sera remis en décembre. Déjà, ça y est, ils sont institutionnalisés, les kids du Bondi Blog. C'est dingue. C'est foutu. Superbe casquette. Et je précise que Arte diffusera en octobre votre premier documentaire sur la démolition d'une tour à laquelle vous teniez plus que tout, la tour Balzac, où l'un de vous deux a grandi. Merci d'être venu dans 28 minutes sur Arte. Bravo pour Burnout. Place au débat sur les moyens d'en finir avec la guerre civile syrienne qui a fait 240 000 morts et 11 millions de réfugiés et déplacés. Faut-il s'allier avec Vladimir Poutine contre Daesh? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Un one-man show façon Poutine. Le numéro 1 russe rôde son discours pour Bachar al-Assad et contre Daesh. Nous voulons former une sorte de coalition internationale contre le terrorisme et l'extrémisme. Ce message, Vladimir Poutine le renouvellera à la fin du mois au siège des Nations Unies à New York. Son objectif, combattre l'État islamique en Syrie en soutenant le pouvoir de Bachar al-Assad. Problème, les Occidentaux qui luttent déjà contre Daesh veulent le départ non négociable du dictateur. La stratégie russe de miser sur Bachar al-Assad est une grosse erreur. Cela pourrait nous empêcher d'arriver à une solution politique nécessaire pour amener la paix en Syrie. Qu'importe les inquiétudes de Washington ou de Paris, face aux avancées de Daesh, la Russie a déjà envoyé des soldats et du matériel en Syrie, notamment aux abords de Latakia, le fief historique du clan Assad. De quoi requinquer un dictateur affaibli. Ce jour-là, quand il reçoit la télévision russe, Bachar al-Assad contre-attaque. La réalité est que l'État islamique continue son expansion. Les Occidentaux ne peuvent rien faire. Cette coalition ne modifie pas la situation sur le terrain. Face à la progression de Daesh, Américains et Européens peuvent-ils être tentés d'occulter les atrocités du régime de Damas pour s'associer à l'initiative russe ? Vladimir Poutine peut-il convaincre ? Frédéric Ancel et Bruno Tertrais, au niveau des vestes, ça fait un peu séminariste après Mehdi Badrou. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est moins original. C'est plus classique. Oui, mais alors après, on enlève. Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous. C'est paru chez Autrement. Géopolitologue également, Bruno Tertrais. Bonsoir. J'abrège les présentations parce que vous travaillez à la Fondation pour la recherche stratégique. J'abrège les présentations. Le débat sera un peu plus court et on va démarrer tout de suite avec la question en 28 secondes. Nadia. Pourquoi ne pas davantage soutenir les combattants et notamment les peshmerga qui, eux, peuvent et savent combattre l'État islamique au sol? Frédéric Ancel, avant de se demander s'il fallait s'allier avec Poutine ou Bachar al-Assad, il a été question un temps d'armer la rébellion laïque. Aujourd'hui, c'est fini, on l'a oublié. Non, on ne l'a pas oublié, d'ailleurs ça a été fait. Alors peut-être insuffisamment, parce qu'on n'a pas donné d'armement lourd à cette rébellion. C'est peut-être un tort. On l'a fait tard également. Oui, on l'a fait tard. Certains États n'étaient pas très favorables à ça. Je pense notamment à la Turquie, qui joue dans la région la politique du pire. Je pense qu'on va y revenir. Et par conséquent, c'était un petit peu compliqué. Par ailleurs, cette rébellion d'elle-même, sur le terrain, elle a connu échec après échec. Et notamment à cause de l'émergence des différents groupes islamistes radicaux, pas seulement Daesh, mais aussi Al-Nosra, notamment, qui est lié à Al-Qaïda. On a eu peur, du coup, que ces armes qu'on pouvait donner aillent... C'est l'un des mauvaises mains. Oui, c'est l'un des problèmes. Non, mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à certains égards. Donc ça a été l'un des risques, effectivement, qu'on n'a pas voulu prendre. Sans doute n'a-t-on pas armé suffisamment ces gens-là. Aujourd'hui, c'est trop tard parce qu'ils représentent presque plus rien, en tout cas d'offensif sur le terrain. Vincent. Oui, alors si aujourd'hui on se pose la question, si Poutine est devenu peut-être incontournable, c'est le sujet dont on veut débattre avec vous, c'est aussi que sur le terrain, vous parliez du terrain, Frédéric Ancel, Bruno Tertrais, on a le sentiment qu'il y a un pacte, comme on dit aux échecs, c'est-à-dire que personne ne gagne et le conflit dure. Pas de solution politique.
c'est vrai, si le conflit dure autant, c'est effectivement en partie parce qu'on n'a pas peut-être aidé suffisamment, on l'a déjà dit, les forces qui l'étaient. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le régime de Bachar, ni Daesh. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, personne ne veut intervenir au sol, ça c'est totalement exclu. En tout cas, pour vous aussi, ça serait suicidaire? Vous êtes d'accord là-dessus d'ailleurs? Je pense que premièrement, personne ne veut le faire. Deuxièmement, écoutez, je vais être très cru. Ceux qui disent aujourd'hui il faut aller au sol, quand on verra les premières vidéos de soldats français brûlés vifs ou égorgés dans des cages, j'aimerais bien qu'on en reparle, si vous voulez. Voilà, soyons clairs. De toute façon, les pays arabes n'en veulent pas, les États-Unis n'en veulent pas non plus. Donc, je crois que le débat est clos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quant aux Russes, ils ont un avantage, c'est leur présence depuis 40 ans. Leur connaissance absolue du terrain, non? Connaissance de la Syrie? Le terrain, ils ne le connaissent pas forcément très bien. Leur présence militaire est très faible, en fait. Présence économique, politique, ils connaissent le régime. Ils ont les très bons réseaux dans le régime, dans les services de renseignement. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est très bien de parler avec Poutine, mais pourquoi faire? Il faut parler avec les Russes. On parle tout le temps avec les Russes. Quelqu'un dit on ne parle pas avec les Russes. On en parle tout le temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Pour les Russes, l'objectif numéro 1, c'est la survie du régime de Bachar el-Assad. Pour Bachar el-Assad, la priorité numéro 1, c'est sa propre survie. Nous, occidentaux, en particulier européens, notre première priorité, c'est se battre contre Daesh. Vous croyez que ça se coïncide? Eh bien, pas tout à fait. Parce que justement, Bachar et Daesh, si vous voulez, c'est un peu deux faces d'une même pièce de monnaie. Ils ont massacré et tué autant les uns que les autres. Autant les uns que les autres? Autant, alors, quand on regarde les chiffres, d'abord, ils sont très difficiles à mesurer, mais personne ne sera en désaccord avec le fait que c'est le régime de Bachar el-Assad qui a tué le plus de civils. Voilà, alors précisément, c'est le chiffre du jour. Et alors là, on a une source, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est Laurent Fabius. Donc, dans un discours récent, il dit que 80% des 240 000 morts qu'ont fait cette guerre depuis 4 ans, eh bien, ont été tués par les hommes du régime, par l'armée de Bachar el-Assad. C'est contestable, ça vous paraît vrai? C'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que c'est au moins 60-70%. Mais très franchement, que ce soit 65%... Non, mais ça veut dire ce chiffre, Frédéric Ancel veut dire quand même qu'a priori, ça nous dissuade un peu d'aller discuter ou de conclure une alliance avec Bachar el-Assad s'il a autant de sang sur les mains. Le problème, c'est qu'Assad est dangereux pour son peuple. Daesh est dangereux pour le monde entier. L'islamisme radical, aujourd'hui, dont le fer de lance et le miroir, quelque part, est Daesh, fait peur à pratiquement le monde entier et à juste titre. Et par conséquent, l'objectif principal, me semble-t-il, c'est de juguler, on a réussi à peu près à le faire grâce aux frappes aériennes pour l'instant, et au mieux de détruire Daesh. Et par conséquent, la chute d'Assad doit être, me semble-t-il, l'objectif numéro 2. Numéro 2, ça veut dire qu'il n'est plus prioritaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Daesh, sur le terrain, a gagné un certain nombre de zones et de territoires ces dernières années. Ces dernières semaines et ces derniers mois, excusez-moi. Et par conséquent, aujourd'hui, le fait de savoir qui a tué plus ou moins ne me paraît pas, je parle en géopolitologue, ne me paraît pas la question primordiale. Quant aux Russes, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Bruno, parce que ça fait depuis 1951 que l'Union soviétique était alliée à la Russie. Avec le père. Avec notamment Hafez. puis ensuite Hafez al-Assad à partir de 1970. 2, c'est le dernier bastion allié de la Russie, de Gibraltar à l'Asie centrale, si on accepte la pauvre et modeste Arménie, et qui n'a d'ailleurs pas donc c'est stratégique. D'ouverture sur la mer, donc c'est stratégique. Et puis 3, Poutine voit quand même comme un cauchemar la pénétration du wahhabisme, de l'islamisme radical, chez lui, où vivent entre 20 et 25 millions de musulmans sunnites. Autrement dit, on a bien là un Poutine dont l'objectif, c'est vrai, c'est de soutenir Assad, mais je crois que c'est aussi de juguler l'islamisme radical. De préserver ses arrières. Alors, c'est justement ce dont vous vouliez nous parler, Nadia, une question de politique intérieure qui l'anime. Poutine connaît ses intérêts, il sait les préserver, on l'a vu ces derniers mois, et c'est aussi, il est effectivement menacé directement par l'État islamique, alors pas Poutine, mais la Russie. On n'a pas de chiffre exact, mais on sait que plusieurs centaines de combattants de Daesh sont issus d'ex-pays de l'URSS, et notamment de Tchétchénie. Le plus connu, c'est lui, vous le connaissez forcément, il s'appelle Abou Omar Chichani, Omar le Tchétchène. C'est un haut commandant militaire à qui on doit notamment la prise de Mossoul en Irak. Et puis surtout, le 2 septembre, il s'est passé quelque chose. Daesh a publié une vidéo à l'intention de Vladimir Poutine. D'ailleurs, le message est en arabe, mais il est sous-titré en russe et le message est très clair. Ces avions que tu as envoyés à Bachar, nous les renverrons chez toi. Nous libérerons la Tchétchénie et tout le Caucase. Et surtout, ton trône a déjà été ébranlé. Il est menacé, il tombera quand nous arriverons en Russie. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en route. Frédéric Ancel, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pire cauchemar de Poutine, c'est Daesh. Tous les autres ennemis passent après.
Il passe après, absolument, il passe après. Daesh aujourd'hui, pas seulement Daesh, l'islamisme radical, encore une fois, dont on a vu effectivement les ravages dans le Caucase, même si Poutine n'a jamais eu beaucoup d'humour, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les Tchétchènes, et je dis ça avec beaucoup de force, c'est effectivement aujourd'hui un cauchemar pour lui, pour la Russie de manière générale. J'ajoute un point, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est en train de se rapprocher, sinon de faire réellement alliance, avec ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'axe chiite. Regardez le rapprochement avec l'Iran, le rapprochement plus important encore que naguère avec Assad, et la très grande défiance vis-à-vis des monarchies sunnites. Alors on a aussi, un dernier point, on a aussi là quelque chose de beaucoup plus prosaïque, c'est la concurrence énergétique extrêmement forte, la guerre énergétique à laquelle se livrent les Saoudiens d'une part, les Russes d'autre part. Bruno Tertrais, quand on entend Frédéric Ancel, on se dit qu'on n'a pas d'autre solution, on ne choisit pas toujours les gens avec lesquels il faut discuter ou combattre. Oui. Là, vu la place de la Russie aujourd'hui dans la région et les cartes qu'elle représente. Oui, écoutez, est-ce qu'on peut faire autrement? Mais oui, écoutez, qu'on s'allie avec Poutine, je ne vois pas ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas parce qu'on serait allié avec Poutine pour trouver une solution politique. Mais on en parle tous les jours, les Américains et les Russes. Mais il n'y en a pas de solution politique. Mais attendez, oui, mais attendez, on parle tous les jours avec les Russes, notamment les Américains, mais aussi les Européens, de ce qu'on peut faire avec Bachar el-Assad. Est-ce qu'on peut l'exiler? On en parle tous les jours depuis 2 ans avec les Russes. Aujourd'hui, les Russes ne sont pas prêts à lâcher Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, lui, il a 2 scénarios qu'il a proposés, paraît-il. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans les milieux diplomatiques. Lesquels? Premièrement, je veux bien dans quelques temps me retirer, être encore le chef d'État, mais ne plus avoir de pouvoir réel. Deuxièmement, qui va accepter ça aujourd'hui en Syrie? Deuxièmement, deuxième scénario, je suis prêt à m'engager à ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans 4 ou 5 ans. Écoutez, il ne faut pas se moquer du monde. Pour l'instant, les Russes n'ont pas d'autre scénario. Par ailleurs, sur la Tchétchénie, le problème, c'est que Vladimir Poutine est beaucoup plus ambigu que cela. Quel est l'endroit aujourd'hui en Russie, dans la République de Russie, qui est une zone de wahhabisme, de salafisme, une république salafiste aujourd'hui qui est une zone de non-droit russe. La Tchétchénie? C'est la Tchétchénie, précisément. Donc c'est vrai que les Russes ont peur de l'extrémisme sunnite, ça c'est vrai, c'est l'une des raisons pour lesquelles... Mais il est tenu et jugulé. C'est le meilleur copain de Poutine, c'est l'homme de main de Poutine, Kadyrov, si vous voulez. Donc il ne faut pas oublier cette terrible ambiguïté qu'a le pouvoir russe, et Poutine en particulier, vis-à-vis de la Tchétchénie, et qui franchement, en termes de message vis-à-vis du reste du monde musulman, n'est pas exactement le message de tous ensemble contre l'extrémisme sunnite. Néanmoins, Vincent Girard évoquait le fait de pouvoir s'allier momentanément avec un ennemi, choisir le moindre mal. Qu'est-ce que ça veut dire s'allier? Laissez-moi juste dire une chose, par exemple. Peut-être que vous allez trouver ça complètement anachronique, mais après tout, les États-Unis de Roosevelt se sont à un moment donné alliés avec l'Union soviétique pour combattre le fascisme. Non mais attendez. Est-ce qu'à un moment donné, si le mal principal, c'est Daesh, est-ce qu'il ne faut pas, conjoncturellement, on est d'abord, en termes de mal, je pense qu'on peut les renvoyer dos à dos, et avec le boucher de Damas, qui franchement fait plus de mal à l'ensemble de la région. Je ne vois, et encore une fois, je vous retourne la question. S'allier, ça veut dire quoi? On parle déjà avec les Russes, et ce n'est pas parce qu'on serait alliés demain qu'on serait plus efficace militairement. D'autant plus qu'ils n'ont ni les mêmes objectifs sur le terrain, ni les mêmes méthodes, parce que la méthode... Donc on ne peut pas faire confiance. La méthode russe, c'est quoi? C'est justement la méthode Grozny, la méthode Tchétchénie 1994. Sur le terrain, ça ressemblerait à quoi? Ça veut dire qu'on fait encore plus de dégâts aux populations civiles, on rase tout et Dieu reconnaîtra les cibles. On rase la mémoire. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Je ne suis pas sûr. Ce risque existe, Frédéric Ancel? Ce risque existe, sauf qu'on va laisser les Russes faire le sale boulot. Parce qu'effectivement, on n'ira pas au sol. Moi, je pense qu'il faudrait y aller au sol avec les risques dont Bruno parlait tout à l'heure, mais on n'ira pas, précisément parce qu'on ne veut pas voir revenir des soldats. Ni les Américains, ni les Français, ni les autres. De toute façon, si les Américains n'y vont pas, les autres n'y vont pas non plus, ça c'est sûr. Et effectivement, les Arabes n'y vont pas. Et cerise sur le gâteau, les Iraniens n'y vont pas non plus. Donc évidemment, on n'ira pas. Ils sont là, les Iraniens sont là. Ils sont là, mais certainement pas en tant que troupes frontalement engagées en Irak face à Daesh, comme ils auraient pu parfaitement le faire. En Syrie, les Russes, nous avons en Syrie, via le Hezbollah, via les passes d'Aran, oui, dans les faubourgs de Damas. Mais là où sur les arrières irakiens de Daesh, l'armée iranienne aurait pu intervenir, elle ne le fait pas. Les Russes, on va les laisser faire le sale boulot que nous ne voulons pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de commencer à intervenir au sol pour, alors pas sur l'ensemble évidemment de la Syrie, l'essentiel est perdu définitivement dans le réduit alaouite, littoral, montagneux, qui finalement est le seul qui les intéresse. À la limite, Assad intéresse les Russes. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ça a été effectivement le plus violent, le plus cynique et le plus soi-disant anti-islamiste. Si Assad tombe, ils joueront sur le chef d'un autre clan alaouite au pouvoir, et surtout ce qui le but les intéresse, étant de garder l'accès à la mer. L'accès à la mer, évidemment, c'est le littoral et le port de Tartous.
Bruno Tertrais, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'en ce moment, dans l'opinion, on va dire, dans le débat public, politique en tout cas, on répète que les Occidentaux, les Européens, s'ils sont mal pris avec Poutine depuis très longtemps, qu'on l'aurait même humilié depuis la chute du communiste. Vous dites pas du tout, c'est un contresens historique. Alors je crois qu'il y a eu véritablement de la part des Européens et des Américains pendant une quinzaine d'années, une tentative d'ancrer la Russie dans un ensemble euro-atlantique, pas en faire un pays occidental, mais en tout cas de travailler ensemble. Et d'ailleurs, on a réussi à faire des règles communes, des normes de comportement mais il y a eu l'Ukraine, en Europe. Le problème, c'est que la Russie a tellement mal digéré la blessure de la fin de la guerre froide qu'il y a eu une hypersensibilité qui conduit aujourd'hui à une véritable paranoïa. Je crois que la paranoïa de Poutine sur... Écoutez, moi, cet été, sur la plage et à la montagne... Racontez-nous vos vacances à Odessa. On peut avoir le temps, là. Mais j'ai lu 4 biographies de Poutine de suite. Oui. Hein, parce que c'est intéressant, c'est un personnage très intéressant. Je crois que le type est vraiment paranoïaque, a vraiment baigné, a vécu, a grandi dans une culture de l'Occident est contre moi. Donc, je crois qu'on a vraiment essayé... Rappelez que c'était un agent des services... KGB. Et ça en reste un, si vous voulez. Il y a un grand malentendu. On s'y est mal pris à certains moments, certains Américains s'y sont mal pris, la Commission européenne s'y est mal pris. C'est vrai que parfois il y a eu une espèce de mépris ou de condescendance vis-à-vis de la Russie qui n'a pas arrangé les choses. Qu'on ait délibérément humilié la Russie, franchement... On a aussi des Français qui vont en Crimée. Frédéric Ancel, et il va falloir conclure. Je suis d'accord, sauf que sur la Crimée, on est sans doute allé peut-être un peu trop loin et trop fort. Or, nous avons besoin de la Russie sur le dossier iranien et sur le dossier syrien. Et si nous allons trop loin face à Poutine, Poutine finira par vendre ces fameux S-300 à l'Iran. Qu'est-ce que c'est ? Pardonnez-moi, mais moi je suis béotienne, je n'y connais rien. C'est quoi S-300 ? Extraordinairement performants qui mettraient à mal les meilleures aviations du monde. Et là, sur le dossier syrien, sur le dossier iranien, peut-être sur d'autres dossiers liés d'ailleurs à l'Asie centrale, on a malgré tout besoin au moins de discuter avec lui. Et je pense encore une fois, je ne parle pas de l'Ukraine orientale, je parle de la Crimée. On est allé de ce point de vue-là un peu trop vite. On discute tout le temps avec Poutine. Très bien. Merci à tous les deux. On en reparlera sans aucun doute après le fameux discours qui aura lieu fin septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. D'ici là, on continue dans un instant avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin et leur regard malicieux sur l'histoire et l'actualité. Après des intox, la brigade de vérification des faits ce soir, Fessenheim, mon amour. Mais où vont-ils chercher tout ça ? En Allemagne, on a peu apprécié l'annonce de repousser la fermeture de la centrale de Fessenheim à 2018. La ministre de l'Environnement, Barbara Hendricks, a fait part de sa déception. Heurté dans sa fierté nationale, Jean-Pierre Elkabbach n'a pu s'empêcher de commenter face à l'ambassadeur d'Allemagne sur Europe 1. Et la ministre dit « la vieille centrale de Fessenheim ». Vous savez qu'elle n'est pas venue en France, vous devriez lui dire de venir, parce que Fessenheim, c'est la plus moderne. Elle a été rénovée il y a 4 ans, ça a coûté 500 millions. Alors, la plus vieille ou la plus moderne? Balle au centre. La ministre allemande prend l'avantage quand elle traite Fessenheim de vieille, puisqu'avec une mise en service en 1979, elle est la doyenne des centrales françaises. Mais Elkabbach égalise en ce qui concerne la modernité. Car Fessenheim est soumise, comme toute centrale française, à un examen de sûreté approfondi, réalisé tous les 10 ans par l'autorité de sûreté du nucléaire. Étant la plus vieille, elle est aussi la première à avoir eu sa 3e visite de sûreté en 2010, à la suite de quoi des équipements ont été changés. Pour pouvoir continuer de fonctionner, la centrale a dû entamer d'importants travaux, dont l'épaississement de la dalle de béton sous le réacteur. Par ailleurs, après la catastrophe de Fukushima, l'autorité de sûreté du nucléaire a décidé de nouvelles règles pour le parc français. Or, certaines de ces exigences, comme la mise en place d'un bâtiment d'appoint pour puiser l'eau de refroidissement, avaient déjà été prévues par l'ASN lors de l'examen de Fessenheim. La centrale alsacienne a donc une courte avance sur d'autres. Match nul. Merci des intox. Les voilà. Ah, eux aussi un peu séminaristes par rapport à Mehdi et Badrou. Jean-Mathieu Pernin, des informations insolites. Xavier Mauduit, le présent grâce au passé. Alors précisément, réfugiés, migrants, tout de suite nous amène la notion d'hospitalité. Et vous, quand on vous dit hospitalité, vous dites François Ier. Il est comme ça. Ben oui. Non, mais il y a un proverbe qui n'est pas utilisé actuellement et qui pourrait être utilisé, charbonnier et maître chez soi. Un proverbe qui nous conduit direct au XVIe siècle dans une forêt avec François Ier. Allez. Pour une anecdote qui nous est rapportée par un mémorialiste contemporain dont le nom sonne comme une contrepétrie, Blaise de Montluc. Blaise de Montluc. Faut pas le dire vite, hein. Faut faire gaffe. L'histoire déjà commence un peu comme un film coquin. François Ier chasse dans une forêt, il s'égare, il fait nuit, il se réfugie dans la cabane d'un charbonnier et il y a une femme seule.
Elle l'accueille, lui s'assoit sur la seule chaise qu'il y a dans la pièce, elle s'accroupit auprès du feu, il la regarde, elle a chaud, il a chaud, et soudain, le mari arrive. Ah, il est très en colère, le charbonnier, pas du tout qu'il y a un type chez lui, ça, il s'en moque complètement. Non, il veut sa chaise, il le dit, c'est ma chaise, chacun est maître chez soi. Alors, que va faire le roi? Eh bien, le roi applaudit au proverbe, oui, il trouve ça très très bien, il s'installe sur une sellette et il taille le bout de gras avec le charbonnier comme ça, à la cool. De cette petite histoire, on a fait un proverbe, charbonnier est maître chez soi. On sent bien sûr que c'est un truc construit. Un peu de propagande. Oui. Voilà, la propagande royaliste, hein, tant qu'à faire. Et puis, avec le temps, la petite phrase est sortie de son contexte. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. C'est intéressant parfois de sortir les proverbes de leur contexte, juste pour alimenter le débat, quoi. Je pense que charbonnier est maître chez soi et que la France doit assurer elle-même et déterminer sa propre politique. Je l'ai dit aux Américains comme aux autres. C'est formidable, on parlait de François Ier, et là on a un autre roi en fait. Ouais. Un autre François. Voilà. Un autre charbonnier. Alors Jean-Mathieu, hier feuilleton, Vlad l'Empaleur, Elton John. Et oui, ça continue. Il a chaud, l'autre a chaud, voilà. Tout le monde a chaud. Ça peut aller très très loin cette histoire en fait, parce qu'hier soir sur ce plateau, c'est vrai, on parlait de ce coup de téléphone, soi-disant adressé à Elton John de la part de Vladimir Poutine à propos des droits des homosexuels en Russie. On imaginait déjà les deux hommes amis faisant des duos main dans la main, bouche contre bouche autour du même micro, peut-être, hein, je ne sais pas. Alors, mais c'est vrai que la question c'était de savoir est-ce que ce coup de téléphone était vrai ou un fantasme d'Elton John. Et bien en fait c'est vrai. Ouais, Vladimir Poutine a vraiment téléphoné à Elton John, sauf que c'est un canular, hein, bien sûr, imaginé par deux humoristes russes baptisés Vovan et Lexus. Alors, ils sont très connus en Russie pour ce genre de gag. Ils ont voulu piéger en fait Elton John après son voyage en Ukraine. Il était déjà venu parler des droits des homosexuels. Ils se sont procurés son numéro de téléphone privé, l'ont appelé, et là, il y en a un qui s'est fait passer pour le porte-parole du Kremlin et l'autre pour Vladimir Poutine. Alors, chose un peu embarrassante pour le chanteur britannique, c'est qu'il aurait déclaré au faux Poutine « Mais merci énormément, Président, pour ce coup de téléphone, c'est un moment merveilleux, c'est peut-être même le plus beau jour de ma vie que je suis en train de vivre. » Voilà, c'est faut dire que c'est un être sensible, Elton John, mais cette histoire vous le connaissez bien. Pile au moment d'une autre affaire concernant le droit des gays en Russie, l'affaire de l'huître bleue. Alors voilà, l'huître bleue, c'est le nom d'un établissement homosexuel. Un album de Tintin. Voilà, exactement. C'est le nom d'un établissement homosexuel situé dans les îles d'Åland. Alors les îles d'Åland, c'est une région du monde que se disputent les Russes et les Finlandais. Il y a deux hommes qui décident d'aller y monter le premier bar gay de la région. Ils vont y squatter un terrain. Et ça, quand tu vois le squat par des homosexuels, les Russes disent ça va pas du tout, il y a une violation de propriété. Seul souci, c'est que ce côté des îles d'Åland, ça appartient à la Finlande. Alors la justice d'Helsinki décide d'entamer des poursuites judiciaires, mais ça va prendre énormément de temps avant de les déloger, ce qui fait enrager les Russes. L'huître bleue, on se dit comme ça, c'est vrai que vous avez dit album de Tintin, moi je dirais plutôt titre de chanson d'Elton John, et là ça ne sera pas un mensonge, enfin normalement. Vous chantez? Non? Personne chante? Personne n'ose? On ne se lance pas. Vincent? Ben non, on aura vraiment décidément parlé de Poutine ce soir. Oui, c'est vrai. Certes. Merci mes amis. 28 minutes est terminé. Sur l'antenne, un événement, l'élixir d'amour, opéra de Donizetti, mise en scène à l'aéroport de Milan. Le 7e ciel, sans bagage cabine. C'est un événement Arte. À demain 20h05 avec le club. Tchuss, bis.